Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Distri. Au sommaire, cette page qui se tourne à Tannay avec la fermeture de son camping, le prix du syndicalisme qui est remis à Unia et aux salariés de Generali à Nyon. Et enfin, si vous avez toujours rêvé de devenir sapeur-pompier volontaire, les casernes du Distri vous ouvrent leurs portes. Le camping de Tannay ferme définitivement ses portes à la fin du mois. Je vous le disais à l'instant, la commune souhaite récupérer le terrain pour une nouvelle affectation. Pour en parler avec moi, Guy Van Gelder, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipal à Tannay, en charge notamment du port, des rives et du camping. Pour une nouvelle affectation, quelle affectation ? En fait, le souhait de la municipalité, c'est d'ouvrir cet espace au plus grand public. En fait, pour le moment, il est vraiment consacré au camping. Et il faut savoir que sur la zone proche du lac à Tannay, il y a très peu de mètres carrés finalement pour le public, pour le grand public. Alors au camping, je crois qu'il y a 5 résidents actuellement. Oui. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent, au vu du lieu du camping, ces personnes étaient des privilégiés ? Bien entendu, c'est clair qu'ils ont pu bénéficier pendant des années d'un site magnifique, même si les installations du camping elles-mêmes n'étaient pas vraiment aux normes et assez pauvres en équipement. Ce qui explique la baisse de la fréquentation du camping aussi ? Sans doute. Peut-être que la situation elle est privilégiée si on regarde le lac, mais c'est quand même adossé à la route suisse, donc il y a quand même du pour et du contre. Alors, pouvoir faire de ce lieu un lieu accessible au plus grand nombre, quel est le projet de la municipalité ? Alors, la municipalité, d'abord, ça va rester une zone verte, bien entendu. Elle sera équipée d'instruments de loisirs, disons, pour les adultes et pour les enfants, des barbecues, probablement, etc. En fait, ça fait partie de tout un projet que nous avons de réhabilitation de toute la zone lacustre. Et nous travaillons depuis déjà 2 ans avec MI, qui est juste à côté, pour essayer d'avoir une cohérence dans toute cette zone lacustre. Et pour le mode de fonctionnement, on rappellera qu'il y a des délégués des 2 communes qui travaillent ensemble pour proposer des solutions. On les attend, ces solutions. Elles arrivent bientôt ? Alors, elles arrivent. Pour le moment, je ne peux pas trop parler parce que ça doit être encore présenté aux commissions du conseil communal et puis aux conseils communaux. Donc, vous en saurez plus au mois de décembre, après les 2 conseils communaux de Milly et de Tannay. Est-ce que la population a son mot à dire ? Alors, la population aura certainement son mot à dire sur la partie, puisqu'on en parle aussi évidemment, la partie qui concerne le port. Le port, sujet très délicat. Hautement sensible. On rappellera que ça a été refusé en votation en 2015. Là, l'objectif, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en 2015. Tout à fait. D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de port. Il y a un début de réflexion, disons, sur ce qui est possible de faire. Alors en tout cas, pardonnez-moi, pour les quelques éléments que l'on a sur cette projection de ce nouveau port, c'est déjà une réduction des places. Là, on est à 270 places aujourd'hui, on serait à 150. Alors non, aujourd'hui, on est à 50 places dans le port. Ah pardon, oui. Les 270 places, c'était pour le nouveau port qui avait été proposé et rejeté par... Et donc le nouveau projet, on parle de 150 places maximum. De toute façon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le nouveau projet sera beaucoup plus petit, la moitié de ce qui a été proposé auparavant. Mais encore une fois, pour le moment, c'est juste un projet très pas vague, parce que nous avons des idées, bien entendu. Mais de toute façon, rien ne se passera sans l'information de la population et une consultation de la population. Alors, si on part sur des choses concrètes dont on sait et qu'elles sont certaines, c'est la buvette, la fameuse buvette de Tannay. Le conseil communal a validé un projet de rénovation, je crois 44 000 francs qui vont être injectés pour cette rénovation. Alors, c'est 10 fois plus, en fait, c'est 440 000 francs. J'ai oublié un zéro dans mes chiffres, pardonnez-moi. Ouais. Et puis, tout à fait, ça fait partie aussi de l'idée de revoir un peu toute cette zone où rien ne s'est passé pendant des décennies, finalement. Chaque fois, on attendait un projet de port, et puis ça ne vient pas, etc. Donc ici, ça a été approuvé par le conseil communal, et les travaux ont débuté lundi, en fait. Donc les travaux vont se dérouler pendant toute la période d'hiver. Et donc au printemps, au 15 mars, ce sera la réouverture, avec l'extérieur sera pareil, l'intérieur sera... changé, mais surtout pour des raisons techniques. La cuisine, qui n'était pas aux normes, etc., va être déplacée. Il y aura des toilettes à l'intérieur du restaurant, ce qui est une grande révolution. Et puis, donc, il y aura de l'isolation, il y aura tout. La buvette sera remise aux normes correctement, quoi. Et de manière générale, dans cette vision qu'a la commune, finalement, de ses rives, quel est
L'objectif en termes d'ambiance, est-ce qu'on va être sur quelque chose plutôt bonne franquette ou au contraire quelque chose qu'on veut peut-être un peu plus chic? Quelle est la volonté de la commune? Alors non, pas du tout chic. C'est plutôt le côté bonne ambiance d'ailleurs, la buvette elle-même. On n'a pas voulu du tout changer l'extérieur de la buvette. Et même l'intérieur de la buvette gardera à peu près le caractère qu'elle a aujourd'hui. C'est simplement qu'il faut la rénover. Mais l'extérieur sera conservé justement pour garder cette ambiance sympathique et simple en fait. Et une dernière chose, on évoquait pour le port sujet sensible, il y a un autre sujet hautement sensible, c'est l'accès aux rives, les rives publiques. Où est-ce que ça en est? On sait que l'association Rives Publiques a demandé à pouvoir accéder justement à ces rives. Où en est-on? Alors pour le moment, on en est dans une phase d'attente, puisque... Attente de la justice? Attente de la justice du tribunal fédéral, en fait, qui doit statuer sur la validité de l'association. A-t-elle le droit de recourir auprès des communes pour les forcer à faire des passages rives publiques. Donc, pour le moment, ça vient d'arriver. Donc, le tribunal fédéral doit statuer. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc, patience, en l'occurrence, sur ce dossier. Guy van Gelder, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Tout comme Nian-Gland souhaite se doter d'une commission permanente des affaires régionales. Un postulat en ce sens a été déposé lors de la dernière séance du conseil communal. Florian Cavalieri. Président a participé à la fête du tennis. Vous êtes l'auteur d'un postulat intitulé « Mise en place d'une commission permanente des affaires régionales ». Pourquoi une telle commission à Gland ? On constate que Gland est non seulement devenu le centre de toute une partie du district, mais qu'en plus, on a des budgets de plus en plus conséquents qui sont dévolus à ce qu'on appelle les projets interrégionaux ou au sein de notre région. Et surtout, on peut imaginer dans un avenir relativement proche que des grands projets, comme par exemple des piscines, devront être mis en place avec d'autres communes. Et pour un conseil communal, c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur toute cette coopération interrégionale et les budgets évidemment qui vont avec. Alors quand on entend commission des affaires régionales, on pense évidemment au conseil intercommunal. Pourtant, il y a plein d'intercommunalités. Toute la question réside en fait à savoir si on inclut les intercommunalités et le conseil régional ou juste le conseil régional. Alors évidemment, on a le conseil régional de notre région qui est une institution phare, mais ce qu'on oublie souvent aussi, c'est qu'à Gland, on a énormément d'autres organes intercommunaux, par exemple le réseau des Toblerones ou l'APEC, pour ne citer que. Tous ces organes ensemble, ainsi que tous ceux où sont représentés nos municipaux, on le sait parfois même pas, ensemble forment l'intercommunalité de Gland. Alors c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces organes intercommunaux ou même interrégionaux. En bref, à présent pour le deuxième tour de la complémentaire de Bassin et le recours rejeté à Rolle contre le matériel de vote sur le quartier Gare Nord-Schenk, un condensé signé Andrea Braslopo. Les deux nouveaux visages à l'exécutif de Bassin sont connus. Le résultat est tombé dimanche 15 octobre. Cécile Martini et Lorenzo Merlanti sont arrivés en tête des élections complémentaires visant à repourvoir les deux postes vacants à la municipalité. La nouvelle venue dans le landerneau politique local, Cécile Martini, a obtenu le meilleur score avec 216 voix. Le projet personnel, c'est de me mettre au service des habitants, donc c'est de réduire mon temps de travail pour être disponible et présente, pour répondre aux gens sur le terrain. Donc ça me paraît très important. De ne pas le faire à la légère. De ne pas le faire à la légère. Ensuite, je pense que les projets, ça se fait de façon collégiale avec la municipalité. Bien donc, sûr. même si j'avais des idées, même si j'ai des idées, c'est pas moi qui en déciderai. Quant à Lorenzo Merlanti, inscrit sur la liste de l'entente villageoise soutenue par l'exécutif en place, a lui obtenu 146 voix. Un nouveau venu qui passe lui aussi du statut de simple citoyen à municipal. Le projet qui me tient à cœur, c'est de mettre la jeunesse au centre des intérêts de la commune. Parce la société de jeunesse ou la jeunesse en général? La jeunesse, après, ça peut être sous forme de société, ça peut être sous forme de parlement des jeunes ou autre. Il y en a au niveau du district actuellement. Voilà, exactement. Mais après, au niveau de la commune, parce qu'après, on ne peut pas d'un côté se plaindre que les jeunes ne s'intéressent pas, ne s'investissent pas, si on ne leur met pas à disposition, si la commune ne leur montre pas que l'intérêt qu'ils ont pour eux.
Du côté de Rolle, le Conseil d'État a non seulement rejeté le recours déposé par Cécile Rode contre le matériel de vote distribué en vue de la votation du 24 septembre, mais a également confirmé le résultat de la votation et l'adoption du plan de quartier Gare Nord-Schenk par 60,78% des votants. Pour rappel des faits, la conseillère communale Vert libéral souhaitait que le contenu de la brochure explicative soit corrigé. Elle avoue aujourd'hui être déçue de cette réponse et ne pas avoir pris de décision quant à la suite. Le prix Aller de l'avant d'Uni Global Union a été remis au syndicat UNIA. Il y a une délégation des salariés de Generali à Nyon. La fédération syndicale internationale a ainsi tenu à saluer le sauvetage la sauvegarde de près de 100 emplois sur le site nyonnais. Yves de Ferrare, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire syndical auprès d'UNIA à Vaud. Alors, au-delà de ce prix, c'est la reconnaissance du travail et de l'utilité d'un syndicat, même en Suisse. Oui, absolument. Je crois que c'est le cas d'une entreprise qui a réussi à s'organiser avec ses salariés pour faire face à une restructuration qui, on le voit après coup, semblait fort injustifiée aux yeux des salariés. Est-ce que ce cas Generali est exceptionnel ? Non, le cas de Generali n'est pas exceptionnel. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on sauvegarde autant de places de travail. Il y a aussi eu des cas sans faute, comme chez Novartis, chez Bombardier. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 3 fois le nombre d'emplois que ce qui était le cas il y a quelques années en arrière lorsque le site devait être délocalisé. Il y a Sapal, avec Cublon aussi, qui étaient des réussites Bosch aujourd'hui, absolument, qui sont toujours aujourd'hui des sites qui continuent, qui fonctionnent. Et je crois que ça montre que si on prend en main, on s'organise avec des syndicats, c'est possible de maintenir ces places de travail. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, les souvenirs les plus marquants que vous avez, dites-vous, c'est pas forcément la lutte syndicale en elle-même, mais c'est la réaction populaire. Oui, c'était vraiment quelque chose de décisif dans ces cas. C'est qu'il y a eu une mobilisation populaire derrière ces entreprises, des signatures de pétitions, des appuis politiques aussi, parce que c'est essentiel lorsqu'on fait ce genre de lutte. Et puis surtout une détermination des salariés. Je crois que c'est ça le premier élément, parce que dans toutes ces entreprises, la première chose qu'il faut faire, c'est que les salariés se réunissent, fassent appel à leur syndicat. Et lorsqu'on a plusieurs centaines de personnes qui se réunissent dans une salle, c'est d'entrée de jeu quelque chose de déterminant. On imagine bien sûr. Et puis alors, dans les faits, concrètement, quand on se retrouve à la table d'un patron ou d'une direction, on imagine qu'il y a beaucoup de tension, de la nervosité. Qu'est-ce qui fait la différence dans la négociation dans ces cas-là ? Bon, il faut résister, c'est clair, c'est un vrai mot syndical que de résister dans une entreprise comme celle-ci, parce que lorsque vous avez parfois plusieurs mois de négociations où les pics de tension sont énormes et puis la charge émotionnelle aussi est intense avec les salariés, il faut tenir, il faut véritablement y croire, il faut être crédible, il faut avancer des arguments qui soient solides, et puis derrière, il faut savoir aussi parfois mettre les points sur la table, faire des mouvements, une grève, une manifestation, l'appel populaire parfois dans une ville, il faut aussi le faire pour remettre les choses dans l'ordre. Pour vous, votre travail de syndicaliste, en fait, vous ne le considérez pas comme un travail. Pour vous, c'est une vraie passion. Ouais, moi, je dis souvent, j'ai de la chance. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les organisations syndicales, d'abord à la FTMH et ensuite chez UNIA. Ça fait une vingtaine d'années que je ne travaille pas, je vis une passion. C'est une chance que j'ai. C'est le rêve pour tout travailleur, d'ailleurs. Absolument. Et puis, on espère aussi, par ce travail qu'on fait comme syndicaliste, que pour les salariés, les situations s'améliorent. Parce que notre vocation est d'améliorer, de défendre l'intérêt des salariés dans les entreprises, au quotidien, dans leurs conditions de travail, mais aussi pour maintenir des places de travail. Vous dites, Yves de Ferrare, prôner le syndicalisme de résultat et pas le syndicalisme politique. Quel regard vous portez sur vos homologues français ? Bon, le système français est complètement différent du système suisse. Les salariés en Suisse ont la chance de s'offrir, pour ceux qui sont membres d'une organisation comme UNIA, un nombre très important de salariés. Par exemple, pour UNIA, les salariés s'offrent 1000 personnes à leur disposition pour travailler, des juristes, des économistes, des secrétaires syndicaux, du personnel administratif au quotidien qui travaille pour eux, une caisse chômage. Et ça, c'est par des cotisations qui sont prélevées sur les membres. C'est une chance que ces salariés ont en Suisse. Ce n'est pas du tout la même situation en France, où le nombre de secrétaires professionnels comme je suis sont beaucoup moins importants. À titre d'exemple, c'est 1000 personnes en Suisse, 100 personnes pour le canton de Vaud chez UNIA. Je pense qu'au niveau national, les organisations syndicales en ont en tout cas pas autant au niveau d'un pays qui est beaucoup plus grand que la Suisse. Donc c'est véritablement un mouvement de salariés en Suisse, dirigé par les salariés. Mon comité régional ici est constitué de salariés, de toutes les branches professionnelles, de la construction, de l'industrie, de la vente,
vente. Et c'est pour ça que c'est important que les personnes s'organisent, viennent dans les syndicats préalablement et pas seulement le jour où ils ont des problèmes, parce qu'il faut montrer qu'on est suffisamment représentatif. Une dernière chose, peut-être plus liée à l'évolution de la société. On le voit qu'il y a de plus en plus de robots qui, dans l'industrie, viennent à remplacer les ouvriers. Comment, de votre point de vue de syndicalisme, vous voyez cette évolution? Est-ce que c'est un danger, peut-être une chance? Bon, nous sommes vraiment en train d'étudier ces phénomènes actuellement dans les mouvements syndicaux. Ça fait partie de nos préoccupations au quotidien. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a eu toujours des évolutions technologiques. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est comment encadrer ces évolutions technologiques, comment faire en sorte que les personnes puissent en bénéficier. On parle beaucoup aujourd'hui de réduction du temps de travail, parce que s'il y a des évolutions technologiques, ça doit être au bénéfice des salariés et des familles, notamment par des réductions de temps de travail qui sont proportionnelles à des augmentations de productivité. Ce n'est pas le cas. On voit bien aujourd'hui, l'évolution a plutôt été avec une augmentation du profit au détriment de la vie familiale et du temps de travail des collaborateurs. Voilà. Ça, c'est une préoccupation. On peut dire que la lutte continue. Absolument, au quotidien. Yves de Ferrare, merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle, vous avez gagné vous avez remporté avec Unia et une délégation de salariés de Generali le prix Aller de l'avant d'Uni Global Union. À bientôt. Merci. Avis aux amateurs, les casernes de Gland et Levaux ouvrent leurs portes aux curieux. Ce sera le 28 octobre. Des ateliers, des démonstrations y seront proposés. Le but de ce baptême du feu, susciter des vocations en vue du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires le 2 novembre. Florian Cavalleri. Cette journée se déroulera tout d'abord sur 2 sites, sur la caserne de Gland à Montely et au chemin des Curtiles à Levaux. Ça fait plus d'une année que l'on se démène pour trouver des idées, pour mettre en place des choses, pour faire découvrir un maximum de choses aux gens, pour qu'ils puissent voir, toucher, tester, essayer, comprendre et puis surtout passer un bon moment parmi nous. Le but qu'on s'est donné pour cette journée, c'est que nos visiteurs puissent toucher, tester, essayer, même transpirer, pourquoi pas. Un gymkhana est au programme de cette journée où les papas où les parents pourront s'affronter face à leurs enfants. En toile de fond, on parle de recrutement, de donner envie aux gens de rejoindre vos rangs. Alors c'est un des buts, mais le but aussi est de faire découvrir à la population l'étendue de nos activités. Et puis pourquoi pas, suite à cette visite, si des gens venaient découvrir une vocation, eh bien on les accueillera à bras ouverts. Comment est organisé le SDIS Gland-Serines ? Alors il est organisé en 2 sites opérationnels, un site avec un détachement de premier secours à Gland et un détachement d'appui qui est sur la commune de Levaux. Est-ce que l'engagement des sapeurs-pompiers a évolué au fil des temps ? Est-ce que l'on s'engage pour d'autres raisons qu'il y a quelques années ? Oui, alors il y a quelques années, c'était un moyen d'intégration dans une commune, une espèce de société locale dans laquelle on pouvait vite connaître tout le monde, alors que maintenant, c'est vraiment se mettre au service des autres. Le métier, la fonction, la demande ayant fortement évolué, devenir sapeur-pompier, maintenant, c'est vraiment pouvoir se mettre au service d'autrui. On le sait, il y a beaucoup de contraintes quand on devient sapeur-pompier, les horaires, les astreintes, l'interdiction de boire de l'alcool. Mais alors, quelle est la contrepartie ? Au vu de tout ça, et pourquoi les gens s'inscrivent toujours, les gens font sapeur-pompier. Il est clair que les contraintes sont nombreuses et exigeantes. Par contre, ce que l'on offre, c'est peut-être une occasion unique de pouvoir se rendre au service des gens de manière concrète, tangible. Quelqu'un appelle, a besoin d'une quelconque aide en pleine nuit, on peut se rendre utile, et rendre service aux gens par ce biais-là. Et on voit clairement le bienfait qu'on aura pu rendre autour de nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette formation ? Excellente question. L'intérêt de découvrir et de pouvoir mettre en pratique et être au service de la population, surtout ça. Voilà, et cette journée portes ouvertes se tiendra donc le samedi 28 octobre dans les casernes, vous l'aurez compris, de Gland et Levaux. L'événement se tiendra de 10h à 16h dans ces 2 casernes. Et avec nous justement pour évoquer ces portes ouvertes, mais surtout le recrutement qui aura lieu par la suite, Pierre-Yves Cortési, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant du SDIS Nyon Dole. Grosse opération séduction, comme finalement chaque année. Est-ce que ça veut dire que les pompiers sont en mal de relève ?
Ouais, je crois que les sapeurs-pompiers vaudois et même plus large suisses, de toute façon, ont perpétuellement besoin de sang neuf. Ça fait partie du fonctionnement. C'est clair qu'il y a des pompiers actifs qui arrêtent pour des questions d'âge, pour des questions aussi de vie tous les jours, des gens qui déménagent, qui changent de travail, etc. Et c'est important de pouvoir garantir justement une relève qui pour nous est important. Et ce qui est encore plus important là, c'est de pouvoir le faire justement globalement sur l'ensemble du canton. Je crois que c'est vraiment le côté positif de ce recrutement à l'échelle cantonale. On entend souvent dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus individualiste. Est-ce que le métier de sapeur-pompier fait toujours autant rêver du point de vue qu'est le vôtre ? J'espère qu'il fait toujours autant rêver. C'est vrai, je crois que ce constat d'une génération peut-être un peu plus individualiste, je crois qu'on s'en rend compte également, bien sûr. C'est une des raisons qui fait que peut-être les gens ne font plus des carrières comme ça se faisait à l'époque. On commençait comme pompier et on finissait une carrière complète. Maintenant, c'est clair que les choses évoluent. Il y avait, pardonnez-moi, un rôle social aussi qui était joué, peut-être qui est moindre aujourd'hui. Je crois que le rôle d'intégration. C'est peut-être pas maintenant le principal atout, mais je crois qu'il reste quand même. Et ça dépend peut-être aussi des secteurs. Il y a des secteurs peut-être où il reste encore vraiment ancré. Il n'empêche que voilà, je crois que chacun vient faire sapeur-pompier pour une raison qui lui est propre au niveau du recrutement. Alors pour ce recrutement, quel est le profil qui est recherché ? Est-ce que J'imagine qu'il y a des limites quand même, n'importe qui ne peut pas se présenter. Oui, alors c'est clair qu'il faut avoir 18 ans révolus, ça c'est l'âge limite pour commencer. Il faut évidemment avoir du temps. Je crois que c'est important d'être motivé, d'avoir cette envie, parce que voilà, le sapeur-pompier volontaire, il a envie de faire ce travail en plus. Et il faut avoir du temps aussi justement à consacrer pour cette noble cause. On a vu les images, à l'instant, il ne faut pas avoir peur du feu en tout cas. C'est mieux pas, effectivement. Alors, c'est pas la seule mission, ça c'est bien clair, mais c'est quand même une des missions principales, c'est que le quart de notre travail, le feu. Mais évidemment, un pompier qui a peur du feu, je pense que ça serait peut-être pas très très bien vu. Sur cette journée de recrutement, il y a des tests, j'imagine. C'est quel genre de tests ? Alors, il faut savoir aussi que le 2 novembre, c'est le recrutement cantonal. Donc ça, c'est le point d'entrée. Donc toutes les casernes du canton seront ouvertes à cette date-là. C'est une information, pour l'instant, qui n'engage en rien. Et c'est à l'issue de ce premier contact qu'il y a un premier engagement. Après, chaque SDIS va faire les choses différemment. Dans le cadre du SDIS Nyundo, alors c'est clair que nous, on a des tests qui sont effectués un mois après, le 2 décembre, qui nous permettent déjà d'être sûr que les candidats ont l'entier profil, qui permet aussi, lorsqu'on a plus de candidats, de pouvoir faire un choix. On a la chance de pouvoir faire un choix en général. Voilà. Mais c'est clair que ça passe par des tests. Et des tests, alors ce n'est pas non plus des tests trop poussés. C'est-à-dire Alors il y a des tests physiques évidemment, mais qui sont relatifs. Il y a des tests un petit peu de compréhension, de logique. On va tester quand même aussi le vertige et la claustrophobie, qui sont deux éléments quand même importants aussi dans notre profession. Et par exemple, le test claustrophobie, c'est quand on nous enferme dans une boîte ? Alors on a la chance d'avoir justement une piste d'entraînement qui est relativement exiguë et qui détecte assez vite ce genre de problème. Alors imaginons, Pierre-Yves Cortési, que je passe les tests, notamment ces tests contre la claustrophobie. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Combien de temps est-ce que je vais devoir finalement donner pour les sapeurs-pompiers ? Alors déjà, peut-être la première étape, donc c'est justement ce recrutement et ce test. Si vous êtes pris après, alors il y a la première année. Cette première année, alors il y a déjà une formation théorique qui est faite à distance. Maintenant, c'est ce qui se fait dans le canton. Ensuite, il y a 2 jours de formation cantonale, donc c'est 2 jours complets, pour avoir vraiment comme une école de recrues en fait sur 2 jours, vraiment les bases du travail qui seront effectuées. Et puis la première année, ensuite, c'est une école en commun qui est faite, alors pour nous, avec 3 SDIS, donc Glanserine, qu'on vient de voir, le SDIS de Terre-Sainte et le SDIS de Nyundo, et on regroupe justement l'entier de ces recrues pour une école de formation sur une première année. Comptez environ une trentaine d'heures pour cette première année. Avec une possibilité après de se spécialiser selon des thématiques ou des fonctions ? Oui, alors ça sera sur la 2e année. Fin de première année, il y a évidemment un test là aussi pour être certain que vous avez pu acquérir justement le niveau requis. Et puis ensuite, la 2e année, alors on commence justement ces formations plus spécifiques sur des éléments qui sont peut-être aussi spécifiques à chaque SDIS. Typiquement pour Nyon, qui est centre régional, les éléments de désincarcération, d'intervention chimique, etc. Et puis après, voilà, c'est un peu un fil qui va continuer avec plein d'éléments qui peuvent venir en plus, le port d'appareils respiratoires, peut-être les permis poids lourds, permis bateau, voilà, tous ces éléments qui sont des choses complémentaires pour notre travail. Dans les faits après, c'est intégrer un tournus le week-end, par exemple, de garde ?
Oui, alors la première étape, c'est effectivement de pouvoir commencer à faire des week-ends de garde en appoint, en doublure, pour commencer à être confronté à la réalité de l'intervention. Et puis, suivant les disponibilités, suivant les formations acquises, alors de pouvoir rentrer dans un DPS, par exemple, un détachement de premiers secours, donc les groupes qui vont intervenir régulièrement pour commencer à faire des interventions, évidemment. Et une dernière chose, Pierre-Yves Cortési, on le sent et on comprend que vous êtes un passionné. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Moi, je crois que c'est un virus qui m'a pris il y a 25 ans, au même titre que le recrutement là, où un jour j'ai dit je veux aller voir, je veux voir ce qui en est vraiment. J'ai poussé un jour la porte de la caserne Agnon, et évidemment j'ai découvert un monde passionnant, rempli de gens passionnés, et je crois que ça m'a jamais quitté. J'ai souhaité pour en faire mon métier, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, et c'est le plus grand bonheur qui ait pu m'arriver. Voilà, donc attention danger, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, ça peut être dangereux effectivement pour la suite. On est bloqué pour toute une carrière, mais on le voit, c'est plein de bonheur et de passion pour ce métier. On le rappelle, séance annuelle d'information de recrutement cantonal, ce sera le 2 novembre. Donc pour devenir sapeur-pompier volontaire, ça a lieu à 19h30 dans les casernes de Nyon, Saint-Cergue, Genelier et Bonmont, autrement dit Gingin. Merci beaucoup, Major. À bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre dans quelques instants un débat de saison sur la chasse qui s'ouvre. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver à cette même place Andrea Brasse-Lepeau pour la présentation du journal. Merci pour votre attention et bonne chance à elle.